Merci pour la belle présentation. Effectivement, je suis le colonel commandant de la zone militaire niveau 2, c'est la zone nord qui regroupe les régions administratives Saint-Louis, Louga et Matam. Et une zone qui est très vaste avec beaucoup de défis et surtout bien effectivement pour le dire. Merci, Excellence, pour la grande courtoisie de m'avoir accordé la parole en premier. Je vous remercie pour toute la coopération. Merci également à mon collègue Fabrice qui est présent. Et merci également à tout le public ici présent. Le climat vu par le militaire, et c'est important. Mais pour ce n'est pas pour moi, ni de rassurer, ni d'alarmer, mais de convaincre la capacité des armées à s'adapter continuellement face à toutes les difficultés qui se posent en Europe, notamment le changement climatique. Comme vous le savez, les forces armées sénégalaises sont très engagées, non seulement dans les opérations intérieures, mais également dans les opérations extérieures. Et aujourd'hui, vient s'ajouter également les opérations liées à l'environnement et qui viennent un peu plus sur notre niveau d'engagement sur le terrain. Et comme on aime le faire, on veut toujours garder une liberté d'action dans nos missions. Ne jamais subir un peu les missions, les faire avec toute la délicatesse et la rigueur possible. Je vais adopter un plan clinique. Vous savez comment de faire un petit diagnostic de la situation, révéler un peu aujourd'hui que le changement climatique est bien sûr une vulnérabilité critique pour les forces de défense et de sécurité. Mais est-ce que cette vulnérabilité engage le prototype vital des armées? Donc le deuxième point va s'intéresser au prototype vital des armées. Et comme tout médecin, proposer une thérapie qui est une adaptation de ce que j'appelle l'enjeu climat. Le modèle d'environnement, le climat est calme. Quand je dis calme, le climat est une contrainte. Le climat, c'est un atout. Le climat est une menace, également un enjeu. Et par rapport à cette quadruple enjeu, nous pensons que les armées doivent également se restructurer et s'adapter continuellement pour implanter les politiques. S'agissant des vulnérabilités critiques que pose aujourd'hui le changement climatique, nous assistons à une criminalité environnementale, notamment dans ma zone de responsabilité. Quand je parle de criminalité environnementale, je parle de tout ce qui est déforestation. Comme vous savez, les populations qui sont un peu lointaines des villes, donc partent souvent, soit coupent les arbres, ou bien carrément ce sont même des malfrats qui viennent également exploiter la coupe de bois pour des besoins autres que je vais évoluer. C'est également la dégradation des milieux. Les techniciens l'ont dit ce matin, ont une surexploitation des milieux, ou bien carrément avec une incinération avec des feux de pousse en particulier pour un peu avoir des produits de substitution. C'est également le braconnage. Le braconnage qui est un peu pratiqué également dans la zone avec le prochaine. C'est également l'orpaillage clandestin qui se pratique au niveau de la façade dorsale entre la zone 4, je dis Bakel, et la zone 2 que je commande, vers Podor qui descend un peu sur l'Akbar qui descend Liguerre, après c'est parti à Dakar. Et qui doit être bien sûr contrôlée. Cette criminalité environnementale va créer ce qu'on appelle un atout pour l'adversaire. L'adversaire que nous avons cherche toujours des sources de financement. Et à travers cette criminalité environnementale, l'adversaire cherche à s'alimenter, à avoir des armes, de la mobilité, des munitions, etc. Je dis, à titre d'exemple, si vous partez au Nigeria, on dit que le Boko Haram, c'est à travers le ton que les Sénégalais aiment bien, c'est à travers le ton qui capacite un peu les éléments et arrive à avoir de l'armement. Si nous partons en Côte d'Ivoire, c'est également l'ivoire qui permet également d'alimenter des réseaux criminels et des réseaux terroristes. Vous partez également au Gabon. Au Gabon, c'est pareil, c'est le bois qui permet également d'alimenter les groupes criminels et les groupes terroristes également. Au Mali, vous le constatez tous, c'est l'orpaillage clandestin, c'est l'or,
et qui est très proche de notre pays. Donc voilà un peu ces sources de financement qui nous interpellent, qui disent attention, il ne s'agit pas seulement d'un changement climatique qui est environnemental, mais d'un changement climatique à vocation sécuritaire qui va impacter négativement sur la sécurité des populations. Et aussi avec les transhumances, les mouvements des populations, nous avons l'insécurité grandissante. La population est vulnérable, donc poids à un reculement par les djihadistes. Comme je dis, le djihadisme, comme la CTO, la criminalité transfrontière organisée, c'est un service en fait, c'est un service de sécurité. L'État n'est pas là, je vous propose ma sécurité. Vous n'avez pas d'hôpital, je vous propose ma santé. Vous n'avez pas d'école, je vous propose mon école. Donc c'est pourquoi l'implantation, la mise en œuvre des politiques publiques doit être effective dans toutes les contrées du pays. C'est important. Pour éviter à cette population vulnérable fasse l'objet de recrutement ou bien carrément elle soit dans le réseau comme des relais. Et malheureusement, c'est le narratif que tient l'adversaire pour faire croire aux populations que voilà, l'État n'est pas présent, nous sommes là pour procurer la sécurité. Nous sommes là pour proposer des besoins sociaux. Ce qui est, à mon avis, bien sûr, faux et c'est pour aussi renverser. Nous sommes dans une guerre de perception où nous cherchons à gagner les cœurs, mais l'adversaire cherche à contraindre pour les cœurs et les esprits. C'est également un autre problème, c'est le retard des projets ODD, les projets qu'on a. Mais c'est un grand retard. Pourquoi c'est un retard? Parce qu'effectivement, il y a une criminalité qui se rejoint. On installe un sentiment d'insécurité qui fait qu'on n'arrive pas. La population également quitte un peu le rural, se retrouvent tous à Dakar, ou bien en tout cas dans les grandes villes, ou bien carrément c'est comme l'immigration clandestine. Qui fait que pour mettre en œuvre les politiques, il est difficile. Parce que la jeunesse sur qui on peut compter, souvent on pense que l'école est encore meilleur, ou bien carrément tout est au niveau urbain. Voilà un peu le diagnostic que je voulais un peu tirer rapidement de ce que le changement climatique constitue comme une vulnérabilité critique pour les forces de défense et de sécurité. Par rapport à ça, est-ce que notre politique vitale est engagée? Je veux dire que les armées sont de plus en plus engagées dans les missions conjoncturelles. Nous devons nous concentrer sur des missions de combat, sur des missions de haute intensité ou de basse intensité, mais de plus en plus les armées sont engagées dans des missions humanitaires. Par rapport à ce que je viens de dire, l'armée est engagée à lutter contre la déforestation, l'armée est appelée à venir intervenir également pour lutter contre les crues. Récemment, dans tout le monde du pays, c'est le génie militaire qui est engagé pour construire des digues. C'est le génie militaire qui est employé pour le transport également des populations, également pour la campagne également de l'hôpital de campagne, pour un peu aider un peu les populations. Ce qui nous mène également à dire qu'il y a l'émergence des tensions internes entre éleveurs et cultivateurs. Ça, on le dit pas, c'est une réalité. Il y a moins de pluie, et de fois qu'il y a moins d'eau, et les points d'eau qui existent, le peu de points d'eau qui existent, chacun veut le contrôler. L'agriculteur veut le contrôler, l'éleveur veut le contrôler. On est dans le monde d'une géopolitique locale. Parce que la géopolitique, c'est le contrôle du milieu. Cette géopolitique locale-là va créer des dissensions et des stigmatisations. Et comme je dis d'habitude, toujours accompagné de narratifs qui séparent la population de l'autorité publique. Et ce qui est très dangereux. C'est également la pêche artisanale, ou la pêche classique, et la pêche avec les grandes flottes. Au niveau de la frontière, on remarque également les tubalos qui font perdre le commerce de la pêche classique, mais après ils sont encore avec des flottes qui viennent avec soit des tensions avec les gens qui sont de l'autre côté. Et ça crée encore un autre problème. L'exploitation également du gaz est maintenant au nord. On a donc la capacité d'intervention des pêcheurs classiques est un peu diminuée. Heureusement, il y a une bonne politique de communication, une bonne politique de substitution pour aider ces populations également à maintenir notre activité de pêche, également à tourner vers d'autres innovations. La conséquence également pour les armées, c'est également une densification de nos patrouilles. Donc tout le temps, on est en patrouille de normalisation dans les points de vue pour prévenir un peu les tensions qui vont exister entre éleveurs et cultivateurs, entre les pêcheurs et les cultivateurs. Ce qui fait une charge supplémentaire que les armées assument.
Le déplacement des populations, un autre problème. Quand on dit déplacement des populations, c'est la santé publique qui est en jeu. C'est également les femmes et les enfants qu'on laisse au village. Qui s'en occupe? Et là, c'est aujourd'hui que la CTO, la criminalité transfrontière organisée, c'est une demande de service. On fait voir un état de par exemple, on vous offre la sécurité. On met la population toujours dans une position de demandeur de sécurité. Et la population dit, ok, moi il y a un point d'eau qui est discuté entre les éleveurs et les agriculteurs. Moi je suis éleveur, je n'ai pas vu mes postes de sécurité, je me tourne vers un peu ces bandes criminelles pour essayer de me protéger et pour avoir une mainmise sur cette chose qui est devenue très rare. Et ça, il faut le combattre. C'est pourquoi nous densifions nos actions de patrouille le long de la frontière. Donc chaque semaine, on durcit un peu nos actions sur cette zone pour dissuader un peu et pour bien sûr faire comprendre aux populations que notre armée est bien présente dans la zone et que nous sommes là pour que la mise en œuvre des politiques publiques soit vraiment effective. L'autre point également que je veux évoquer également, c'est les actions civilo-militaires. Les armées sont de plus en plus engagées dans les actions civilo-militaires. Nous déployons notre hôpital de campagne, nous déployons également le génie militaire dans toutes les zones. Ce n'est pas une mesure en fait, de substitution au politique public, mais c'est dans les missions de l'armée. L'armée a une mission conjoncturelle, c'est d'accompagner un peu les politiques publics. Et là, nous avons cette mission d'assistance, une mission humanitaire qui permet également d'être tout près de nos populations, quel que soit l'endroit où il y a un citoyen sénégalais. Maintenant, à travers maintenant ce diagnostic et ce pronostic, on ne va pas laisser comme ça qu'il y a des pistes de réflexion, des solutions et une thérapie que nous proposons. Quelle stratégie pour les armées face au changement climatique? Pour comprendre la stratégie des armées, il faut comprendre le défi que ça nous pose nous-mêmes, les armées. Un premier défi, c'est le défi de ravitaillement. Quand il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de piste, le ravitaillement va arriver très tard ou difficilement au niveau des natures. Parce que les trucs sont dans des endroits beaucoup plus réglés, donc ça devient un peu lourd de pouvoir les ravitailler. Donc si c'est difficile de ravitailler les militaires, c'est extrêmement difficile également de s'approvisionner sur le niveau local également. C'est également le défi de maintenance. Le matériel que nous disposons. Le terrain devient de plus en plus hostile au matériel que nous disposons. Et là, notre politique d'équipement doit être adaptée par rapport au climat, par rapport à l'endroit dont nous exerçons nos activités opérationnelles. Et qui est également un autre défi. C'est également le défi santé. Comment maintenir le potentiel humain? Parce que ce sont les femmes et les jeunes militaires que nous déployons sur le terrain, mais qui sont également parfois vulnérables à la santé. Donc c'est le défi santé également de pouvoir maintenir, préserver ce potentiel humain pour que vraiment qu'ils soient dans les mêmes conditions pour pouvoir effectivement faire marcher un peu l'action publique sur le terrain. Et un peu l'infrastructure également. C'est le défi infrastructurel également. L'infrastructure doit être également adaptée par rapport à ce que nous faisons. Ce n'est plus les mêmes concessions. Et tout l'intérêt à parler un peu de la stratégie. Cette zone affectée par le climat doit être un atout pour la population, atout de la créativité, atout de la production industrielle. Les armées ont lancé tout ce qui est production industrielle, production d'armement et de munitions, production même d'infra. Je pense que nous devons nous lancer dans ça et que les populations qui, au lieu de se déplacer, on peut exactement profiter de ces innovations, pouvoir rester et avoir également des académies sur place. C'est également l'entraînement des armées. Donc nous intervenons plus aujourd'hui vers des missions humanitaires. Parce que nous intervenons avec la crue qui s'est passée récemment. Les armées ont été appelées à intervenir matin et soir, jour et nuit, pour le transport de population, pour apporter des vies, pour les soigner et tout ça. Donc nos militaires doivent être beaucoup plus entraînés aujourd'hui également vers des missions également humanitaires, qui fait également l'activité. On ne peut pas s'en passer également. C'est également notre stratégie des moyens, la stratégie des moyens et la stratégie opérationnelle. Comment, avec toutes les FPS, les forces de défense et de sécurité, comment avec tous les autres acteurs, nous travaillons dans une approche holistique. Les armées agissent sur les effets de la guerre, mais
les acteurs non militaires agissent sur les causes de la guerre. Comment faire pour éviter que ça ne marche pas? Comment s'adapter face à cette menace climatique? Comment faire pour agir face à cet enjeu climatique pour prévenir et anticiper bien sûr sur les places qui peuvent faire intervenir les armes. Et dans cette ordre d'idée, les armées sont en train de dévoluer un peu sur le doctrine d'emploi, doctrine d'engagement, également sur le soutien logistique, en intégrant un peu les experts civils dans la créativité, dans l'innovation également, pour permettre d'avoir également une défense crédible et fiable, capable de convaincre la population sur notre capacité à créer des conditions favorables à la mise en place, à la mise en œuvre des politiques. Voilà un peu en quelques lignes ramassées. Voilà l'œil du militaire sur le changement climatique qui nous interpelle. Encore une fois, c'est l'œil dans la